Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Mon épouse Audrey, qui a un goût très sûr, trouve qu'Avignon, c'est la plus belle ville du monde. Moi, ce que j'aime surtout dans cette ville, en fait, c'est un café. Un grand café avec une belle terrasse protégée par un gigantesque micocoulier. Cet arbre, il est magnifique et surtout, il procure de l'ombre et de la fraîcheur dans une ville où il fait très souvent plus de 30 degrés l'été. D'ailleurs, sans cet arbre, il n'y aurait pas de terrasse et probablement qu'il n'y aurait pas de café non plus. Ce micocoulier, je l'ai dit, il protège de la chaleur, mais il sert aussi à héberger des espèces d'oiseaux et d'insectes. Et aussi, il contribue à dépolluer l'air du centre historique. Et peut-être plus encore, il rend cette place Saint-Didier si agréable et inoubliable à la fois. La biodiversité, ce n'est pas qu'un concept vague pour nous pousser à sauver les derniers bébés phoques qui restent avant qu'ils ne disparaissent. C'est aussi comprendre que la nature, par son existence même, contribue à notre qualité de vie. Sans biodiversité, pas d'agriculture, pas de pêche, mais aussi pas de médicaments, pas non plus de rando en montagne et probablement pas de café en terrasse. J'ai mis longtemps à comprendre que ces services, ces ressources proposées par le vivant ne sont pas garanties, que nous sommes dépendants de cette nature pour nos activités humaines et qu'elle est souvent notre meilleur allié contre le changement climatique. Ce grand micocoulier d'Avignon, il est 10 fois plus efficace qu'une armée de parasols en plastique pour se protéger de la chaleur. Pourtant, il n'est comptabilisé dans aucun modèle économique, n'existe dans la colonne bénéfice d'aucun tableur, ni pour le cafetier, ni pour l'office de tourisme. Dans la langue précise des scientifiques, il existe une expression pour ça, les services écosystémiques. Non, ne partez pas tout de suite, j'ai bien dit services écosystémiques. Pourquoi l'effondrement de la biodiversité, c'est un sujet aussi important ? Comment notre rapport à la nature peut nous aider à lutter contre le changement climatique ? Comment préserver le vivant tout en rendant nos vies meilleures ? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Sandra Lavorel est directrice de recherche au laboratoire d'écologie alpine à Grenoble. Elle a reçu en 2023 la médaille d'or du CNRS pour ses travaux d'écologue et elle travaille depuis plus de 20 ans avec des spécialistes de toutes les disciplines, précisément sur cette question des services écosystémiques. Et elle dit que pour prendre conscience de ces sujets, il faut révéler aux gens leur dépendance à la nature. Bonjour Sandra Lavorel. Bonjour. Alors peut-être que pour commencer, il faut expliquer de nouveau de quoi on parle lorsqu'on parle d'effondrement de la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la 6e crise d'extinction de la biodiversité, donc la 6e dans l'histoire de la Terre. Alors beaucoup de gens sont familiers par exemple avec la phase des dinosaures. Et bien aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous perdons environ 100 fois plus d'espèces que le taux de base historique. Et la grande nouveauté par rapport à cette crise, c'est que ce sont les humains qui en sont responsables de façon incontestable. De façon très majoritaire, en termes d'impact, à peu près 80% des impacts sont liés à l'usage des sols et des mers par les humains. Donc, ce qui induit la transformation des habitats des espèces et aussi tout ce qui va concerner les prélèvements. Quand on dit l'usage des sols, c'est-à-dire notre manière d'habiter, nos pratiques agricoles, tout ça mélangé ? Exactement, c'est tout ce qui est transformation d'écosystèmes naturels pour les usages par les humains. Alors c'est ce que font les humains depuis très longtemps, mais ce qui est nouveau depuis quelques décennies, c'est l'intensité et l'emprise spatiale à laquelle ceci a lieu. Donc c'est l'artificialisation pour les villes, l'usage agricole, forestier, les pêcheries, etc. Ensuite, la deuxième grande raison d'effondrement de la biodiversité, c'est bien le changement climatique. On voit par exemple des espèces qui ne vont plus avoir leur habitat dans des zones plus froides, soit plus au nord, soit à des altitudes plus élevées. Ça change beaucoup de choses pour la vie des organismes, par exemple les pollinisateurs qui ne se trouvent plus au même moment que les fleurs dans lesquelles ils se nourrissent. Et puis, il y a des tas d'impacts qui sont en fait ce qu'on appelle indirects, à savoir que le climat, il va par exemple favoriser la propagation des espèces exotiques invasives qui elles-mêmes ont des effets négatifs sur les autres espèces, les espèces natives d'une région. Et également, le climat, ces effets vont se conjuguer à ceux de l'artificialisation des sols, par exemple, avec une fragmentation des paysages qui fait que les espèces ne peuvent plus s'y déplacer et ne peuvent pas non plus bien s'adapter au changement climatique en se déplaçant. Vous travaillez depuis très longtemps dans les Alpes, notamment au col du Lautaret. Est-ce que vous voyez sur le terrain les conséquences concrètes de cette perte de biodiversité ? Ça se traduit comment ?
Un des défis en écologie de terrain, c'est de détecter des effets sol. Comme je viens de l'indiquer, en fait, beaucoup de choses se conjuguent souvent ensemble. Donc le climat, il va avoir des effets en même temps que, par exemple, les changements de l'agriculture. Donc en montagne où je travaille, le fait qu'on ait moins de pâturage qu'à une certaine époque, ça fait que beaucoup d'espèces d'arbres vont remonter en altitude et donc ça va nous empêcher de distinguer ce qui se passe avec le climat. On observe pourtant, par exemple, des espèces qui remontent bien en altitude. Donc, dans les régions de montagne où je travaille, on a pu identifier un certain nombre de plantes. Par exemple, une graminée très esthétique, une stipe qui vient du sud-est de l'Europe, qui n'était présente qu'en dessous de 1000 mètres et qui maintenant est largement présente juste en dessous du col de Lautaret qui se trouve à 2000 mètres. Mais ça, c'est intéressant et en même temps, il y a un certain nombre de gens, je pense, qui ont une forme de scepticisme vis-à-vis de ces sujets sur la biodiversité en disant, après tout, c'est pas grave, il y a toujours eu des espèces qui ont été remplacées par d'autres, que cette stipe, par exemple, existe plus fort dans les Alpes qu'auparavant. Est-ce que c'est si grave ? Alors, ce qui est grave, c'est le taux d'extinction actuel. Comme je l'ai dit, 100 fois plus rapide que ce qu'on considère être la base d'un système stable, ce qu'on a habituellement hors des crises d'extinction dans l'histoire de la Terre. Et puis, ce qui est grave aussi, c'est que c'est quelque chose qui est causé par les activités des humains et donc qui serait évitable. Il y a un sujet dont vous avez un tout petit peu parlé sur les sols, et on en a parlé ici avec Marc-André Sellos lors d'un épisode récent, c'est la question agricole et la manière dont on travaille les sols. Récemment encore, avec le mouvement des agriculteurs, il y a eu un certain nombre de décisions relatives aux pesticides. Est-ce que l'usage de produits phytosanitaires, ça a un gros impact sur la biodiversité ? Est-ce qu'on arrive à mesurer cet impact-là ? Alors effectivement, c'est la dernière cause majeure que je n'ai pas citée de dommages à la biodiversité. Ce sont toutes les pollutions. Donc les pesticides, ça rentre au titre des pollutions. Donc l'utilisation de molécules qui ne sont pas naturelles dans les écosystèmes. Donc ici, à des fins de production agricole ou forestière, par exemple. Et ces pesticides, ils ont des impacts tout à fait avérés, notamment sur les insectes. Et la décroissance des insectes, de la densité de leur population en Europe, dont beaucoup de personnes ont entendu parler, elle est très largement imputable à cet usage des pesticides, ainsi qu'à la transformation donc, des habitats des insectes dans les paysages agricoles. Et c'est ça qui a un impact sur ce dont vous parliez aussi tout à l'heure, cette question de la pollinisation. Vous, dans vos travaux, vous travaillez donc aussi sur l'interaction entre les différentes parties d'un écosystème. Et en fait, si je comprends bien, les pollinisateurs, ça occupe une place très importante dans la manière dont fonctionnent les écosystèmes. À quel point le fait de les mettre en danger, ça accélère aussi l'effondrement de certains écosystèmes ? Alors, beaucoup de plantes sont tributaires des pollinisateurs pour leur reproduction, donc la capacité à avoir une descendance. Donc, c'est le cas de certaines plantes sauvages protégées. On peut penser par exemple aux orchidées. C'est le cas aussi, ce qui est très important, de 75% des plantes cultivées que nous consommons. C'est-à-dire, sans pollinisateurs, pas d'agriculture possible. Il y a eu des cas où on essaye de remplacer la pollinisation à la main. Il y a une photo célèbre qui a été beaucoup diffusée de vergers en Chine où ce sont des femmes qui pollinisent les pommiers à la main. Ça, on imagine très bien que c'est très coûteux et pas possible à grande échelle et que ça n'a pas de sens. Et il y a beaucoup de cultures qu'on ne saurait même pas polliniser à la main, si bien même on s'en donnait les moyens. Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Vous avez été une des pionnières à travailler sur cette notion de service écosystémique, c'est-à-dire les services que la biodiversité nous rend. On va essayer de s'arrêter un peu plus sur ce que ça veut dire. On a parlé à l'instant de l'agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire, ces services écosystémiques que rend la biodiversité pour permettre les activités agricoles ? Alors, on parle aujourd'hui beaucoup d'une agriculture plus durable, d'agroécologie, aussi de formes traditionnelles d'agriculture qui existaient ici avant et qui existent dans plein d'autres endroits du monde. En fait, il s'agit de s'appuyer sur ce que fait la nature, ce que font les organismes dans les écosystèmes pour soutenir la production agricole. Donc, on vient de parler de la pollinisation. La lutte contre les différents ravageurs des cultures aussi. Donc ça peut être des petits insectes qui vont venir manger les feuilles des plantes qu'on veut faire pousser ou la lutte contre les maladies. Elle est aussi aidée par toute une biodiversité d'organismes qui vivent, par exemple, dans les bords de champs, dans les haies, et qui vont en fait venir contrôler ces ravageurs. Et puis, il ne faut surtout pas oublier la grande biodiversité des sols qui maintient leur fertilité,
qui recycle la matière organique et qui contribue aussi à un autre service très important pour les humains, la régulation de la qualité des eaux, en régulant en fait l'azote qui s'échappe des sols. Oui, mais comment on fait pour savoir qui rend quel service? Par exemple, pour l'agriculture, vous mentionnez à la fois ce que peuvent faire les haies, ce que peuvent faire les sols, mais les sols, ils sont aussi remplis de vie et de plein de formes de vie différentes. Comment on fait pour savoir qui joue quel rôle? Est-ce que ça, c'est mesurable? Alors, en tant qu'écologue, on a en général 3 outils dans notre boîte que nous combinons très souvent. Donc, le premier, c'est l'observation. Donc, ça va être la comparaison de situations différentes. Donc, on va, par exemple, on va comparer des parcelles qui sont utilisées avec beaucoup de pesticides en agriculture conventionnelle avec des parcelles qui vont être gérées de façon raisonnée ou en agriculture biologique. Et on va aller échantillonner, par exemple, quels insectes on trouve dans les bordures de ces champs ou même dans les champs eux-mêmes. On peut, par exemple, dans le cas de la culture du colza, aller voir sur ces colzas par quels pollinisateurs ils sont pollinisés ou pas. Donc, c'est des choses très, très concrètes qu'on peut aller faire dans un champ agricole. On va aussi pouvoir travailler sur ce qu'on appelle des gradients naturels, donc la façon dont certains facteurs varient naturellement dans l'espace. Donc, ça peut être la température, ça peut être la fertilité des sols, selon la géologie, par exemple. Et tout ça, ça va nous servir à penser à des expérimentations où on va essayer de séparer certains facteurs. Donc, typiquement, nous, on va travailler sur des expérimentations avec ou sans fertilisation, avec des fertilisations plus ou moins élevées, avec ou sans bords de champs, donc qui peuvent être plantés dans une expérimentation, etc. Et là, on va aller faire des observations des organismes qui sont présents, mais aussi de leurs fonctions, donc par exemple cette pollinisation ou les taux de prédation ou de parasitisme. Et du coup, vous avez travaillé avec des agriculteurs, notamment, je crois, dans la Drôme. Qu'est-ce qu'on apprend, du coup, de ce travail avec des pratiques agricoles pour comprendre comment fonctionnent les mécanismes de biodiversité? Alors, la première chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que les agriculteurs sont eux-mêmes expérimentateurs. Donc, ils mettent en œuvre des choses sur le terrain. Il n'est pas rare qu'ils changent eux-mêmes de pratique, soit pour, par exemple, verdir leur pratique et essayer de se passer de pesticides ou essayer d'avoir moins besoin d'irrigation. Et puis, parfois, ils y sont forcés par le changement climatique. Donc, notamment dans la Drôme, beaucoup des agriculteurs avec qui nous avons eu la chance de travailler, ils doivent faire face à des sécheresses de plus en plus fréquentes, de plus en plus prolongées. Et pour cela, ils sont obligés de changer leurs pratiques. Donc, par exemple, en ce qui concerne la gestion de la matière organique dans les sols et donc de la biodiversité de ces sols. Parce que c'est vrai que la logique quand même de ces dernières années, c'est plutôt de s'appuyer pour avoir une meilleure productivité ou pour lutter contre des événements extérieurs, c'est plutôt de s'appuyer sur des outils qui sont des outils du commerce, c'est-à-dire des intrants chimiques, des machines agricoles qui sont plus puissantes, etc. Là, c'est une approche qui, si je comprends bien, dit en fait, on va s'appuyer sur ce que la nature fournit pour essayer d'améliorer notre équilibre dans notre fonctionnement agricole, c'est-à-dire aussi bien du point de vue environnemental que du point de vue économique. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, s'appuyer plus sur les processus naturels, donc ce que font tous ces organismes, les pollinisateurs, les micro-organismes des sols, etc. Mais aussi, en fait, il y a une composante qui est importante, c'est s'appuyer aussi sur les connaissances et l'expérimentation. Donc, ce sont bien sûr les connaissances des scientifiques, mais ce sont les connaissances des agriculteurs eux-mêmes, leur capacité à expérimenter et à apprendre, qui sont des ingrédients absolument indispensables pour progresser vers ces agricultures qui savent s'appuyer sur la biodiversité. Alors, vous avez parlé justement du changement climatique. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur le rôle que la biodiversité peut jouer aussi pour faire face au changement climatique. Est-ce qu'il y a un certain nombre de ces services écosystémiques, de ces services que joue la biodiversité, qui peuvent permettre de limiter les effets du changement climatique? Évidemment, on pense aux forêts parce qu'elles permettent de fournir aussi bien de l'ombre que de stocker du carbone. Mais plus généralement, comment vous regardez cette question? Alors, effectivement, la biodiversité contribue de plein de façons à l'adaptation, donc à l'atténuation, donc la séquestration du carbone et l'adaptation au changement climatique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le carbone, il est aussi très fortement stocké dans les sols, donc notamment grâce à l'activité de toute cette biodiversité qu'on a dans les sols, les micro-organismes, les champignons microscopiques, les vers de terre.
Et on a aussi un rôle qui est important de la biodiversité des sols, qui est de réduire les relargages de gaz à effet de serre autres que le dioxyde de carbone, donc notamment les oxydes d'azote. Donc ça, c'est ce qui concerne l'atténuation du changement climatique. Ensuite, donc la biodiversité, elle est vraiment très importante pour l'adaptation au changement climatique, puisque c'est avéré que des écosystèmes agricoles et bien d'autres, y compris les forêts, qui sont plus diversifiés en espèces, qui sont moins sensibles aux variations du climat entre années. Et on a bien vu que dans les dernières années, c'est bien illustré qu'on a une variabilité du climat qui est augmentée, pas juste des températures qui augmentent. Mais pourquoi, au fond, plus de biodiversité, ça permet une meilleure résistance aux variations climatiques? Alors en fait, c'est pour ceux qui sont familiers de la finance, c'est ce qu'on appelle un effet de portefeuille, ou on appelle aussi ça un effet d'assurance. À savoir que différentes espèces, elles vont avoir des spécificités quant aux conditions qui leur sont favorables. Donc, il y aura toujours des espèces qui sont favorisées par telle et telle température du printemps ou d'été. Il y en a qui sont plus ou moins résistantes à la sécheresse. Et donc, quand on a une alternance entre années, en fait, chacune peut jouer son rôle à son tour. Donc, c'est vraiment le même mécanisme qu'avoir un portefeuille d'actions pour lesquelles le marché est plus ou moins favorable selon les années. C'est intéressant cette idée que c'est un peu comme un mécanisme d'assurance, parce que c'est un peu ce que vous décrivez depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que en fait une biodiversité vivante, c'est une forme d'assurance vie aussi pour pouvoir continuer à vivre de manière, d'avoir une planète qui est habitable pour nous autres humains. Si on fait le raisonnement inverse et qu'on dit qu'est-ce qui se passe si on a une biodiversité qui est beaucoup plus dégradée, c'est quoi les conséquences? Alors justement, si on continue sur l'idée d'assurance, une des premières choses pour lesquelles la biodiversité et des écosystèmes en bon état apportent une assurance, ce sont les risques naturels. Donc, on peut penser aux inondations, on peut penser à tout ce qui va concerner la stabilité des pentes. Moi, je travaille en montagne, donc c'est quelque chose de très important. Les éboulements, les avalanches aussi. Ça va être aussi la régulation des risques côtiers. Et donc, dans un monde qui aurait moins de biodiversité, on aura, c'est clair, moins à manger, ça sera plus difficile et plus cher à produire. Les humains seront beaucoup plus exposés en termes de santé, donc par les risques naturels. On a de la morbidité, de la mortalité qui sont directement causés par ces risques climatiques, par la dégradation de la qualité des eaux, quand on n'a pas des écosystèmes qui peuvent bien la réguler. Et puis, on a aussi des conséquences importantes pour la santé mentale, et ça, c'est très bien démontré. Être dans une nature dégradée impacte la santé mentale des humains. Et dernier point, la biodiversité joue un rôle très important pour tout ce qui concerne le lien social entre les gens, que ce soit en ville ou à la campagne. C'est-à-dire ? Prenons l'exemple d'aller faire une promenade ou un pique-nique dans la nature. Alors bien entendu, ça va nous donner des bénéfices physiques pour autant qu'on dépense quelques calories, qu'on respire du bon air. Mais c'est quelque chose qui est rarement pratiqué seul. C'est souvent quelque chose qu'on fait en famille, avec des amis. Et donc, c'est un fait social. Et à nouveau, avec des bénéfices qui sont à la fois psychologiques et en termes de cohésion sociale. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette histoire de service écosystémique parce que dans la manière dont on le dit, on voit bien l'intérêt qu'il y a à rendre compréhensibles les bénéfices qu'on retire, nous autres humains, de la biodiversité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque à, d'une certaine manière, attribuer quasiment une valeur économique aux bénéfices de la biodiversité, de transformer ça peut-être avec une logique qui jusqu'ici est une logique plutôt applicable à des produits fabriqués par les humains, par exemple? Alors effectivement, une des motivations initiales de cette notion de service écosystémique, c'était de dire, mettons la nature dans l'économie. Réintroduire des vautours et avoir du tourisme avec des vautours. Ça a été chiffré, par exemple, pour le département de la Drôme, un bénéfice en l'état actuel d'1 million d'euros par an. Et les visiteurs seraient prêts à payer 50% de plus par visite par jour s'ils pouvaient voir plusieurs espèces de vautours lors de leur visite. Donc, il y a un réel bénéfice sonnant et trébuchant. On a chiffré aussi, par exemple, d'autres bénéfices comme, bien entendu, la séquestration du carbone pour la régulation du climat. Ce que sont dit les personnes qui ont promu la notion de service écosystémique initialement, c'était que de mettre des chiffres en face de la nature, forcément, les gens y porteraient attention.
C'est-à-dire que c'est quasiment une dimension tactique en se disant les décideurs politiques et économiques, le patron de l'office du tourisme de la Drôme, etc., eux, ils vont se dire « Ah bah oui, là, il y a des bénéfices en face, donc ça vaut le coup de protéger le vivant. » Voilà, c'est ça. Et l'autre côté de cette équation, c'était aussi de dire « Attention, ça va vous coûter beaucoup d'argent si la biodiversité est dégradée. » Et de fait, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, y compris de très grandes entreprises, sont engagées en faveur de la biodiversité parce qu'ils ont fait le calcul que fonctionner dans un monde avec une biodiversité dégradée, c'est pour eux des pertes économiques, c'est pas juste des pertes de réputation. Dans quel secteur, par exemple ? Tous les secteurs qui, par exemple, dépendent de l'eau et surtout d'une eau de qualité. Donc, par exemple, tout ce qui va être micro, nano, etc., qui ont besoin d'une eau de qualité. En fait, ça coûte plus cher de purifier de l'eau que de l'avoir de l'eau qui soit déjà de bonne qualité. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qui pourrait découler de ça, de dire, si on sait, d'une certaine manière, valoriser les services rendus par telle ou telle espèce, tel ou tel écosystème, de les mettre en concurrence et de dire, là, c'est de la bonne biodiversité qu'il faut bien préserver, et puis là, ça, c'est de la biodiversité qui n'est pas très importante. On dirait, je sais pas, des zones tropicales très riches en biodiversité, il faut absolument les protéger. Mais là, en Europe, c'est déjà pas mal artificialisé, donc c'est pas grave, on peut quand même raser ce morceau de forêt. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette dimension-là, si on prenait ce problème-là par le mauvais bout, qui pourrait arriver ? Les économistes eux-mêmes admettent que toutes les méthodes sont imparfaites pour la plupart des services écosystémiques. En fait, on n'a pas les vrais chiffres et on peut penser que même si on arrivait à donner ces chiffres, ce qu'on a, ce serait probablement complètement sous-estimé. La deuxième chose, effectivement, c'est qu'il peut y avoir des effets pervers. Un des premiers qui a rapidement sauté aux yeux des scientifiques, c'est que comparé à d'autres investissements, alors on parle souvent, par exemple, de l'investissement annuel des États-Unis dans leurs dépenses militaires, ou ce qui a été déboursé lors de la crise financière de 2008, ce qu'on sait chiffrer aujourd'hui de la valeur des écosystèmes, tout en sachant que c'est probablement pas les bons chiffres, ça semble pas si grand à côté de ça. Donc finalement, on a raté le pari avec ça. Et puis, dernier point qui est le plus important, c'est que il faut quand même se rendre compte que la biodiversité, elle a une valeur pour elle-même, au-delà de tout ce que nous, en tant qu'humains, pouvons lui donner, pouvons décréter à notre propre profit, ce qu'on appelle les valeurs anthropocentrées. Et que d'un point de vue éthique, la valeur de la biodiversité, en fait, elle est infinie. Donc mettre des euros en face de ça ne vaut rien. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, on pourrait aussi se dire, c'est après tout une manière très centrée sur nos propres intérêts à nous, de dire c'est comme si toute cette nature-là ne fonctionnait qu'à notre bénéfice pour nous fournir à manger, nous fournir des loisirs, nous fournir de quoi avoir des activités économiques, etc. Parce qu'en fait, la réalité du vivant, c'est pas ça, c'est qu'il existe en soi. Bien sûr, il ne faut jamais oublier que l'humain n'est que de passage sur Terre, comme toutes les espèces qui ont existé et existeront. Certains diront qu'il travaille très bien à sa propre extinction en ce moment. Et la nature, en fait, elle a le droit d'exister par elle-même. Et la crise dans laquelle nous sommes actuellement, c'est finalement l'humain qui a joué à l'apprenti sorcier, qui continue d'y jouer, alors qu'il n'a pas en fait un statut particulier, ce n'est qu'une espèce parmi d'autres. Ça m'amène à une réflexion sur un sujet qu'on a plusieurs fois abordé ici, qui est l'idée de compenser des pertes de biodiversité par le fait de favoriser de la biodiversité ailleurs. Et je me rappelle quand on a fait un épisode de Chaleur humaine avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, enfin à l'époque, et elle défendait le projet d'autoroute de l'A69 dans le sud-ouest en disant, oui, il y a un certain nombre d'arbres qui vont être détruits, mais on va en planter 3 fois plus ailleurs. Donc, après tout, on coupe là, on replante là-bas. Et un certain nombre de spécialistes de ces questions avec qui j'ai parlé disent, oui, mais c'est toujours quand même un peu compliqué de dire, on va supprimer de la biodiversité à un endroit et en recréer à un autre endroit. Comment vous regardez cette question-là de la compensation biodiversité, qui est un sujet dont on a l'impression qu'il est de plus en plus présent dans la conversation autour des grands projets industriels ou d'infrastructures? Alors, la compensation écologique, c'est un élément réglementaire qui est important chez nous en France, en Europe et dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut déjà ne pas oublier, c'est que compenser, c'est la dernière option. La séquence réglementaire, elle s'appelle éviter, réduire, compenser. Donc, quand on pense à un projet, par exemple une infrastructure, la première question à analyser très sérieusement, c'est a-t-on vraiment besoin de cette infrastructure? Donc ça, c'est éviter.
Ensuite, s'il est décidé que pour des raisons sociales et économiques, ce projet est nécessaire, on va essayer d'en réduire les impacts. Donc, par exemple, modifier un tracé de voie à grande vitesse ou d'autoroute afin d'éviter donc des habitats et des espèces qui pourraient être impactées. Et en dernier recours, si on doit absolument passer par des endroits où des habitats et des espèces protégées vont être impactés, alors on va chercher des solutions de compensation qui consistent à aller donc réhabiliter des écosystèmes en mauvais état du même type que celui qui est impacté. Et ça, c'est très délicat pour plusieurs raisons. Pour certains milieux, on sait relativement bien faire. Par exemple, on a une très bonne technicité aujourd'hui pour les restaurations de milieux humides. On sait planter des arbres. Pour d'autres, on sait très mal le faire. Donc déjà, c'est la première chose. Et surtout, ce sont toujours des opérations risquées. D'abord, on ne sait pas si, par exemple, si on replante une forêt, si elle ne va pas brûler. Donc, il faut prévoir une surface plus grande que la surface qui est impactée. Donc, il y a des espèces d'équations magiques qui permettent de savoir de quel facteur de risque on souhaite tenir compte. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on ne va jamais restaurer un écosystème à l'égal d'un écosystème qui était en très bon état à l'origine. Je pense par exemple au cas de forêts anciennes en région méditerranéenne qui abritent par exemple des vieux arbres qui eux-mêmes sont essentiels pour la survie de nombreux insectes, d'oiseaux, etc. Et ça, on ne peut pas le reconstituer ni rapidement ni avec certitude. Mais moi, ce que je ne comprends pas dans ces histoires de compensation, c'est que, d'une certaine manière, on se dirait, bah oui, mais en fait, restaurer des zones humides ou replanter des arbres, voilà, mais en fait, il faut le faire de toute façon. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de compensation. On devrait investir cet argent-là là-dedans de toute façon, quels que soient les projets d'infrastructure qu'on fait, non ? Alors, effectivement, il se trouve que, donc, avec la loi de restauration de la nature qui vient d'être votée, enfin, à l'échelle européenne, et sa déclinaison en France, on a maintenant une obligation de restauration de la nature. Comme vous le dites, je pense qu'on a déjà beaucoup de travail pour restaurer les écosystèmes qui sont dégradés avant d'aller en impacter dès qu'ils seraient en bon état et se donner une encore plus grande charge de restauration. Ce qu'il faut savoir, c'est que la restauration, donc, comme je l'ai souligné, c'est techniquement difficile, c'est hasardeux. Et puis, s'il faut qu'on parle avec des critères auxquels sont sensibles certains décideurs, ça coûte très cher. Alors, si on essaye maintenant de s'orienter sur ce qu'on peut faire, si on voulait réparer d'abord les atteintes faites à la biodiversité par nos activités à nous autres humains, qu'est-ce qui vous semblerait être la première chose à faire ? C'est-à-dire par quel bout il faudrait commencer ? La première chose, c'est déjà d'arrêter de dégrader la nature. On parle beaucoup notamment de l'artificialisation, on parle de l'agriculture. Donc très certainement, arrêter de dégrader la biodiversité. Pour cela, il faut aussi que les gens soient motivés. Et donc, on parle beaucoup de reconnexion des humains à la nature. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une société en particulier très, très urbaine où on a alors ce qu'on a appelé une extinction de la relation à la biodiversité par les personnes, notamment pas toutes, mais certaines personnes qui vivent en ville et parfois même à la campagne. Et donc, ce qui est actuellement beaucoup défendu, c'est que si l'on arrive à remettre les gens en contact avec la nature, donc à la fois physiquement, donc ça veut dire bien sûr aller se promener dans la nature, ça peut être aussi faire son jardin, ça peut aller passer du temps sur la terrasse du café et puis se rendre compte qu'il y a des oiseaux dans l'arbre qui nous fait aussi de l'ombre. Donc là, on va avoir une plus grande motivation pour les gens à donc se préoccuper de cette biodiversité, mais aussi avoir d'autres comportements qui sont vertueux, donc notamment par rapport au climat ou par rapport à la consommation en général. Et puis, ce qui est très très bien démontré en fait, c'est que non seulement cela ferait le bien commun, mais ça fait vraiment le bien des gens qui vont aller dans la nature, et en particulier les plus grands bénéfices de cette reconnexion à la nature qui sont démontrés, ce sont des bénéfices qui sont psychologiques. C'est-à-dire qu'il faudrait à la fois mener des politiques publiques, par exemple dans le domaine agricole, en disant on utilise beaucoup moins de pesticides, et puis en même temps
mettre tous les scolaires en leur disant voilà, il faut faire des classes vertes pour tous les scolaires de manière obligatoire et l'organiser pour pouvoir permettre à une meilleure connaissance de la biodiversité. Par exemple, je sais pas, moi je me rappelle, j'ai grandi à Lyon. Bon bah à l'époque, quand moi j'étais gamin, on organisait des classes de ski parce que c'était aussi la volonté de l'État français à l'époque de dire bon, il faut que les gamins sachent faire du ski. Donc on faisait ça. On pourrait dire bon bah voilà, on fait des classes vertes de reconnexion avec la nature pour tous les enfants et les adolescents de France, par exemple. Oui, alors absolument. Donc c'est à tous les niveaux de la société que ça doit se passer. Donc en commençant par l'école. Moi, ce dont je rêverais, ça serait de ne plus avoir à définir ce que c'est que la biodiversité ou un écosystème, que tout le monde sache ce que c'est, mais pas juste me pouvoir réciter une définition, mais vraiment savoir ce que ça veut dire avec des exemples personnels. Il y a déjà des enseignants qui sont très investis là-dedans, qui font de leur côté, avec leur classe, des activités, des petites expérimentations. C'est pas juste aller en classe verte une fois par an ou peut-être même une fois dans sa scolarité. Ça devrait pouvoir être aller dans la nature, en parler, faire des choses autour de la nature chaque semaine dans un calendrier scolaire. Et puis, ça ne devrait pas se borner juste à l'éducation donc chez les enfants. C'est à tous les niveaux. Il faudrait que dans les entreprises, par exemple, les gens soient reconnectés à la biodiversité. Alors, je me rappelle de la discussion qu'on avait eue dans ce studio avec Laurent Tillon, qui travaille à l'Office national des forêts. Et lui disait, bon, bah, sur la forêt, quand même, ce qu'on pourrait faire dans beaucoup d'endroits, c'est la laisser tranquille. C'est-à-dire que aussi pour retrouver de la biodiversité, en fait, des fois, une des solutions, c'est de limiter l'activité humaine. Et c'est ce qu'on voit aussi parfois sur certaines zones de l'océan, où on se rend compte que, bon, bah, à un moment donné, si on arrête les activités de pêche, bon, bah, il y a un impact qui peut être relativement rapide. Est-ce que vous dites ça aussi, qu'en fait, il faut à certains endroits diminuer complètement la pression des humains ? Alors absolument. Il est démontré à la fois à l'échelle mondiale, mais à l'échelle, par exemple, d'un paysage, quelques dizaines ou centaines de kilomètres carrés, que pour avoir une biodiversité qui soit en bon état, en bonne santé, ainsi que tous ces services écosystémiques, eh bien, il faut au moins 30% de nature en bon état pour que ce soit donc un système qui fonctionne. C'est qu'il ne faudrait pas plus de 30% de surface qui soit en agriculture intensive ou en production forestière intensive, s'il n'y a pas que l'agriculture, toute production intensive, c'est la même chose, dans ces mêmes paysages, et puis le reste avec des exploitations qui seraient à des niveaux un peu intermédiaires, on va dire. Et donc, ça demande en fait de pouvoir réfléchir où on va la mettre, cette nature. Et puis, est-ce que on va avoir des régions peut-être de production plus intensive, mais à l'échelle, par exemple, d'un pays, comment est-ce qu'on répartit? Quelle est la bonne échelle de répartition de ces éléments de nature? Aujourd'hui, les parcs nationaux, en France comme ailleurs, on les a mis dans les coins qui n'étaient pas productifs, où il n'y avait pas d'enjeu économique. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas le seul endroit où on a besoin de protéger la nature. Oui, parce que par exemple, dans les débats autour de l'artificialisation des sols, vous y avez fait référence. Bon, bah, on a un cadre en France de zéro artificialisation nette, mais c'est un cadre, on voit bien que c'est très difficile pour beaucoup d'élus locaux, par exemple, de dire ah bah non, ne plus construire, ne plus prendre de terrain nouveau, c'est difficile. On le voit pour le développement, par exemple, d'usines, pour le développement industriel. Ça, c'est pas facile. Est-ce que vous trouvez que cette logique du zéro artificialisation nette, ça permet quand même d'aller dans cette direction-là? Est-ce que c'est suffisant, insuffisant? C'est une politique à laquelle il faut absolument tenir. On a déjà consommé trop d'espace naturel pour l'artificialisation. On parle d'économie circulaire pour beaucoup de choses. Ça concerne aussi les surfaces artificialisées. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des surfaces qui ont été artificialisées et qui ne servent plus, dont une infime fraction sont ensuite réhabilitées vers la nature, mais la plupart ne le sont pas. Et donc, le recyclage, ça s'applique aussi aux surfaces. Tout ça, bien sûr, c'est sans nier les difficultés qu'il peut y avoir, par exemple, par rapport à des problématiques de logement, de qualité de la vie en ville. Quand on dit aussi on a besoin de renforcer la présence de la nature en ville, c'est totalement vrai. Donc, où est-ce qu'on va mettre cette nature? Où est-ce qu'on va mettre tous les différents éléments dont on en a besoin? Donc, c'est effectivement un peu des casse-têtes d'aménageurs. Il y a un autre casse-tête qui est aussi celui de la conjugaison parfois entre la bataille pour le climat et celle pour la biodiversité. On voit qu'il y a des débats autour, par exemple, des parcs éoliens, de l'impact pour l'éolien terrestre sur les oiseaux, les chauves-souris, pour l'éolien en mer sur les poissons, mais aussi, par exemple, sur la perspective d'ouvrir des mines pour avoir des métaux suffisants pour les batteries électriques, pour développer l'électrification en général. Est-ce que vous pensez que là-dedans, il y a une contradiction un peu difficile
difficile à résoudre entre ces deux objectifs ou est-ce que c'est compatible ? Je commencerai par dire qu'il y a quand même beaucoup de choses pour lesquelles les crises climatiques et biodiversité, heureusement, ont des solutions qui sont les mêmes. Ça commence par la consommation, ça commence par notre modèle économique, ça commence par la façon de prendre des décisions politiques. Néanmoins, effectivement, il existe des solutions pour le climat qui ne sont pas forcément positives pour la biodiversité. Donc, effectivement, tout ce qui va concerner des consommations de surface pour produire des énergies renouvelables, donc ça va être fait, mais en essayant d'avoir le moins de dommages possible pour la biodiversité. Ça serait mieux si on ne consommait pas ces surfaces. Une des difficultés qu'on a aussi, c'est qu'on appréhende encore assez mal quels sont les réels impacts de ces infrastructures pour la production d'énergie renouvelable. Or, les mines, bien sûr. Ça, je pense que c'est assez indiscutable que les mines, pour extraire des métaux rares, c'est des effets nets qui sont négatifs. Et puis, en fait, ça nous ramène à la racine du problème, qui est que la première chose pour n'endommager ni le climat ni la biodiversité, c'est de commencer par se poser la question de consommer moins d'énergie et pas de faire en plus, pas faire ce qu'on appelle un effet rebond en économie. C'est-à-dire qu'on a une solution qui nous permet de produire plus de renouvelables, donc on ajoute ça à notre consommation d'énergie fossile. Et donc, impacter moins la biodiversité via les solutions au climat, ça commence par consommer moins d'énergie. Alors, est-ce qu'il y a dans ce que vous avez pu voir des collectivités, des mairies, des régions qui ont essayé de mener des politiques de préservation de la biodiversité, qui ont plutôt bien fonctionné, qui vous semblent être des choses dont on pourrait s'inspirer ? La première chose, moi, ce qui m'impressionne, c'est la richesse des initiatives qui viennent de tous les niveaux. Donc, ça va être aussi des niveaux citoyens, ça va être en ville, des initiatives par exemple, de restauration de jardins ouvriers. Ça va être tout ce qui va concerner les espaces verts. Je suis très impressionnée par les approches maintenant qui se développent dans beaucoup de grandes villes. Vous disiez que vous étiez lyonnais. Lyon est une ville qui est très avancée et modèle pour la gestion de ces parcs et de ces espaces verts en termes donc de ce qu'on appelle gestion raisonnée, donc réduction d'utilisation de pesticides, réduction de la tonte et de la fauche, plantation d'espèces diverses, etc. Donc ça, c'est un exemple pour une grande métropole. Et puis, on va trouver ensuite des initiatives, par exemple, autour des espaces protégés avec les parcs naturels régionaux. En fait, l'intérêt pour moi, c'est cette profusion d'initiatives qui sont autant d'expérimentations de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et pour nous, actuellement, scientifiques, le plus grand défi, c'est d'essayer de réfléchir comment on arrive à apprendre sur ces expérimentations, comment on peut recueillir l'information, faire échanger en réseau entre personnes qui font de l'expérimentation. Ça peut être juste quelques restaurations d'arbres, ou ça peut être des initiatives qui sont plus grandes, qui font des centaines d'hectares. Comment on partage ces connaissances et on les met à disposition, et comment on fait en fait qu'il y ait finalement un sentiment de communauté et d'échange de pratiques. Alors ça, d'ailleurs, ça existe aussi pour les citoyennes. Vous avez parlé tout à l'heure de la question de la consommation, mais aussi d'un point de vue plus pratique, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à préserver la biodiversité à un niveau individuel ou de petits collectifs, qu'on vive d'ailleurs en ville ou à la campagne, qu'on ait un jardin ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à un niveau individuel? Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, ça commence par les façons de consommer. Alors là, on va être très, très proche de tout ce qui est recommandé pour le climat. Donc, tout ce qui a des impacts environnementaux en général a des impacts pour la biodiversité. Donc, ça va être tout ce qui va être produit en culture intensive. Donc, essayer de ne pas consommer ce type de produits si possible. Essayer de consommer local. Essayer de ne pas consommer quand on n'a pas besoin de consommer, c'est peut-être la première entrée. Et puis, pour ceux pour lesquels c'est possible et qui en sont motivés, s'investir dans des activités, par exemple, d'éducation à la nature, des activités collectives, par exemple. On parle beaucoup de plantation d'arbres, mais ça peut être d'autres choses. Il y a plein d'activités. Il y a tout ce qui concerne les ruches, les nichoirs, etc. C'est bien sûr très gratifiant quand on voit soi-même qu'on a des impacts positifs sur la biodiversité, parce que c'est quand même émerveillant, la biodiversité. Il est difficile de ne pas être sensible à des oiseaux qu'on verrait passer, et surtout si on leur a facilité la vie. En ville, on n'est pas insensible à entendre chanter les oiseaux.
Alors, on a commencé cet épisode en parlant d'extinction, de risque de sixième extinction. Malgré toutes ces difficultés-là, qu'est-ce qui vous permet de garder l'espoir qu'on va dans la bonne direction ? Moi, ce qui me donne l'espoir, c'est en fait, effectivement, en travaillant beaucoup dans des situations très locales, de voir qu'il y a plein de gens qui sont motivés par la biodiversité, qu'ils se rendent compte ou non, finalement, initialement, finalement que leur vie repose sur la biodiversité. Ils peuvent en prendre conscience ensuite. Et qu'il y a toute cette prolifération d'initiatives locales et de gens qui expérimentent, qui apprennent et qui en trouvent des satisfactions immédiates. Alors, je voudrais pas vous laisser repartir vers vos Alpes, vers vos montagnes, sans vous avoir demandé comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Et on a parlé tout à l'heure de la question de la consommation. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous vous appliquez à vous-même ? Alors moi, absolument. J'essaye de toujours me poser la question d'un achat, d'une consommation. J'ai une petite phrase que j'utilise, que je me répète. Ça s'appelle « un qui rentre, un qui sort ». Donc, si j'achète quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre que j'ai donné ou recyclé. Ça s'applique aux vêtements, ça s'applique aux objets, à la vaisselle. Et puis, j'ai tendance aussi à plus consommer des services que des biens. Et c'est ma façon à moi de contribuer, quand je peux, localement. Donc, à une économie que j'espère moins tournée vers la consommation des ressources matérielles. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont évolué ces dernières années dans votre consommation, par exemple sur la question de l'alimentation ? Je prête de plus en plus d'attention, je pense, à la provenance des produits. Pour moi, c'est peut-être le facteur le plus important. Et puis, comme tout le monde, ne pas consommer, enfin comme tout le monde devrait, mais je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui se rendent compte que consommer des produits hors saison, c'est pas une bonne idée. Et sur les déplacements, est-ce que, par exemple, vous prenez encore l'avion, notamment en tant que chercheuse ? Oui, malheureusement, je prends encore l'avion. Il y a encore des situations, notamment sur les évaluations internationales, où nous sommes appelés à prendre l'avion. Et parfois, il est quand même très important de pouvoir se rencontrer pour travailler. On ne sait pas encore faire en tant qu'humain tous les contacts en virtuel et être productif de cette façon-là. Peut-être qu'on l'apprendra un jour. Alors, est-ce que vous, il y a un livre, un film, une bande dessinée, une œuvre de fiction qui vous a influencé ou que vous aimeriez partager sur ces sujets-là ? Alors moi, il y a un livre, et ça date de très longtemps. Je ne sais même plus à quel âge j'ai reçu ce livre. Je pense que j'avais 10-12 ans, qui s'appelle « La vie de la montagne », donc de quelqu'un qui s'appelle Bernard Fichesser, qui a été réédité, qui est encore réédité, et qui décrit l'écologie, les écosystèmes de montagne de façon très pédagogique. Ça m'avait été offert par mes grands-parents vivant eux-mêmes dans les Alpes pour un Noël, et ça m'a complètement inspirée. Et je pense que je dois une partie de ce que je fais aujourd'hui à la découverte de ce livre. Est-ce que vous, sur ces questions-là de climat, de biodiversité, il y a quelque chose qui vous hérisse particulièrement, qui vous énerve ? Vous dites, ça, c'est vraiment un truc, ça ne devrait plus exister, ça devrait être interdit ? Eh bien, par exemple, revenir sur des politiques environnementales vertueuses, c'est quelque chose qui, pour moi, est très grave. On a la chance en Europe d'avoir progressé dans les politiques environnementales. C'est loin d'être parfait, mais par rapport à d'autres pays, c'est quand même un premier pas. Et revenir en arrière, pour moi, c'est criminel. Merci Sandra Lavorel. Merci. Quand ma collègue Cécile Cazenave a appelé Sandra Lavorel pour venir enregistrer cet épisode, elle a dit oui tout de suite. Elle nous a expliqué qu'elle écoutait parfois Chaleur Humaine, mais aussi qu'elle comptait justement nous écrire pour nous demander pourquoi on ne parlait pas si souvent que ça de l'érosion de la biodiversité dans ce podcast. Et d'ailleurs, c'est le premier point que je retiens de cette conversation. Moi, j'ai commencé ce podcast en ayant travaillé sur les enjeux de l'énergie. C'est comme ça que je suis entré dans la question climatique. Et pendant longtemps, j'ai tenu un peu à distance le sujet de la biodiversité. Peut-être parce que je le comprenais pas très bien, peut-être parce que ça m'apparaissait trop compliqué, ça en rajoutait trop. J'en avais un peu parlé d'ailleurs dans un épisode précédent avec la primatologue Sabrina Krief, qui travaille aux côtés des grands singes en Ouganda. Cet échange avec Sandra Lavorel me fait prendre conscience de manière assez radicale de l'interaction entre la crise climatique et celle de la biodiversité. Quand elle explique qu'on ne peut pas faire d'agriculture sans biodiversité, qu'on ne peut pas lutter contre la sécheresse sans biodiversité, qu'on ne peut pas faire grand-chose en fait si on ne préserve pas la biodiversité, ça fait comprendre à quel point la transition dont on a besoin, c'est pas simplement remplacer des énergies fossiles par des énergies renouvelables.
Ça nous renvoie en fait au but réel de tout ça. Ce qu'on veut, c'est pas une transition, c'est une planète habitable et agréable. Et ça, la biodiversité a une place majeure à jouer dans cette conception-là, de cette transformation à laquelle on aspire. Le deuxième élément que je trouve passionnant dans l'approche de Sandra Lavorel, c'est cette question des services que nous rend la nature. Dans ses travaux et dans cette conversation, elle explique très bien à quel point nous sommes dépendants de la biodiversité et que la plupart du temps, on s'en rend pas compte. Je comprends très bien cette stratégie qui consiste à dire si on arrive à mesurer ce que nous apporte la nature, alors on aura plus envie de la protéger. Notre alimentation, notre activité économique, notre énergie, notre santé, y compris notre santé mentale d'ailleurs, dépendent de cette relation à la nature. Mais cette logique me pose aussi question. Est-ce qu'on ne met pas le doigt dans un engrenage dangereux à vouloir mesurer les bienfaits de notre environnement ? Comment ne pas marchandiser la nature avec le risque qu'elle devienne un bien ou un service comme un autre, échangeable sur un marché, alors que sa valeur est gravement sous-évaluée, comme l'explique bien Sandra Lavorel ? Et tout ça m'amène à un troisième point, une autre interrogation. Est-ce que cette stratégie de faire prendre conscience de la valeur de la biodiversité, ça marche ? Parce que si on suit la logique de Sandra Lavorel, on se dit qu'un certain nombre d'acteurs, et notamment d'acteurs économiques, devraient modifier leurs pratiques maintenant, si on leur démontre l'importance de la nature dans leur modèle économique. Un exemple qui saute aux yeux, c'est la question agricole. Les agriculteurs savent mieux que tout le monde à quel point une nature diverse et vivace est essentielle pour produire notre alimentation. Pourtant, ces derniers mois, on a plutôt assisté à l'inverse, sous le poids de l'agro-industrie, un retour en arrière avec des autorisations plus importantes de produits chimiques ou de pratiques qui sont très mauvaises pour la biodiversité. Comment faire pour prendre en compte avec sérieux l'impératif de biodiversité dans les politiques publiques et les stratégies des entreprises ? Plusieurs chercheurs travaillent sur la question de la comptabilité écologique, l'idée de donner la priorité aux vivants dans notre comptabilité plutôt qu'à l'impact économique. Peut-être d'ailleurs faudra-t-il y revenir dans un prochain podcast. En attendant, ce à quoi on assiste depuis le début de l'année 2024, c'est une série de reculs, en Europe et en France, sur ce sujet de la biodiversité comme sur les questions climatiques. Et d'ailleurs, Sandra Lavorel finit cet épisode avec des mots assez forts et assez durs. Elle dit que ces reculs sont criminels. Et c'est pas un mot, je crois, qu'elle utilise à la légère. Dernier point, peut-être plus positif avant de partir. Il me semble qu'une chose très simple à organiser autour de nous, c'est des sorties dans la nature. Et elle a raison, Sandra Lavorel, on ne devrait pas réserver les classes vertes aux enfants. Pourquoi les entreprises, les comités d'entreprise, les associations sportives de patchwork ou de copropriété ne pourraient pas faire de même ? Je ne sais pas comment on pourrait rendre de telles aventures régulières, voire obligatoires, mais ça me semblerait une première étape intéressante pour changer notre perception, notre rapport à la nature. Si cette idée vous fait réfléchir ou au contraire qu'elle vous hérisse, vous pouvez m'en parler comme toujours à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit et préparé par Cécile Cazenave, réalisé et mis en musique par Amandine Robillard. Vous le savez peut-être déjà, mais Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à des questions envoyées par les auditrices et les auditeurs du podcast et ensuite je les publie avec pas mal de jours de retard sur le site du Monde dans la rubrique Climat, vos questions. Et pour tenir mon engagement d'il y a quelques minutes, je vais consacrer certaines des prochaines newsletters aux enjeux de biodiversité pour tenter d'y voir plus clair à travers les branchages feuillus. Si vous avez des questions sur ces thèmes, n'hésitez pas à me les envoyer. Chaleur Humaine, c'est toujours un livre du même nom, disponible en librairie, conçu comme un outil pour débattre de ces enjeux, avec aussi quelques idées saugrenues en fin de bouquin. J'aimerais bien y ajouter maintenant mon idée de classe verte obligatoire pour tout le monde. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a déprimé ou au contraire donné envie d'aller vous balader dans la nature autour de vous. Vous pouvez, comme toujours, m'envoyer vos critiques, vos avis et votre meilleure recette de bolognaise aux lentilles à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Moi, j'ai essayé la bolognaise aux lentilles, j'y suis pas arrivé. Vous pouvez aussi m'écrire par courrier ou m'envoyer des colis si ça vous chante au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez aller l'écouter lors d'une balade en forêt, vous abonner sur votre application favorite, le partager à vos amis, ajouter des commentaires et des étoiles si le cœur vous en dit. La semaine prochaine, on se demandera avec l'économiste Éloi Laurent si la transition peut être heureuse ou pas. Merci pour votre écoute et bravo, vraiment super bravo d'être resté jusque-là. À bientôt.